Hey. Yeah! On est back. Hey. Ça Hi. va, Mélo? Oui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas Je vu. sais. Ça fait au moins 15 jours. I know, c'est trop long. Comment ont C'est weird. été tes 2 dernières semaines? La semaine d'avant était bien, c'est occupé, mais il y avait plein de choses. Et puis là, cette semaine, j'ai juste été super malade de toutes les façons. Donc, je suis Nice. contente d'aller mieux et d'être là. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Mais en plus, Et toi? moi, ça Hein? va très bien. Bien occupé. Bien occupé, mais ça va très bien. On en avait parlé un petit peu de cette triple épidémie qui nous touchait un petit peu tous, Ouais. là, il y a 2 émissions. Bah là, on est en plein dedans, en tout cas, nous, ici, en Amérique du Nord, au Yeah. Canada, en Nouvelle-Écosse. Donc, voilà, faites gaffe. Et puis, j'ai vu que la France, c'était un peu pareil, l'Europe, c'était un peu pareil. Yeah. Tout le monde est malade. Ouais. Au moins, c'est pas COVID, donc écoute, c'est un stress de moins. Ouais, Mais bon, c'était quand même pas le fun. ouais, j'imagine. Je ne recommande pas. La grippe de cette année, elle est pas mal forte. Hein. On va Ouais. pas se mentir. Ouais. Ouais. Les chiffres sont quand même pas trop mal. Yes. Aujourd'hui, on a une émission cool. Notamment avec des news qui ont été pas mal agitées cette semaine. Oui, On a fait un oui. petit florilège. Alors, il y a des gens, si vous nous suivez depuis un petit temps, vous allez peut-être nous dire « Ouais, mais vous faites souvent des suivis des actus. » Mais guys, on a un fil rouge, nous. On a un Voilà. fil rouge. C'est Voilà. à base d'oiseaux morts. C'est un peu ça notre fil rouge principal. Voilà. Et après, on vient mettre un peu de l'actualité. On met un petit peu d'Elon dessus, là, tu sais. On sprinkle. saupoudre ça. Et Kanye West. Hein. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il nous a fait Ah encore non, mais hier soir? c'est incroyable. C'est la performance de sa vie. Je comprends pas ce qu'il fait. Je sais pas. Je comprends absolument pas ce qu'il fait. Et puis en plus, bon, on en parle dans les news de toute façon. On va Ouais. pas. Voilà. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, yes, Oh on my a God. Anas, qui nous vient du Bénin et qui est connu sous le hashtag, enfin sous l'identifiant le ramasseur d'ordures sur Instagram, Yes. et qui est un gars super inspirant sur tout ce qu'il fait au Bénin pour l'écologie. Ouais. Non, c'est vraiment cher. Euh. Allez le voir, c'est à le ramasseur d'ordures. C'est assez facile à trouver. Mm. Et là, il y a plein de trucs qui se passent de son côté. Donc, Exact. on a hâte de lui en parler, puis de parler du Bénin. Carrément, Qui est ça c'est cool. cool en général, tu sais. Carrément. Donc, on a hâte. Et demain, il reçoit enfin, il va peut-être recevoir un Peut-être. prix. Donc, on aura l'occasion de lui poser la question Ouais. et d'en parler. Au niveau de cette première partie d'émission, on va parler bien sûr des news, de l'actualité. Alors, on sait que vous avez été une grande majorité quand même à boycotter la Coupe du Monde. Donc, on va vous faire un petit suivi non pas ce que fait tel ou tel pays, mais plutôt où en est la francophonie dans cette Ouais. Coupe du Monde. On s'en sort pas mal. Yeah, et c'est une coupe un peu aléatoire au niveau des gagnants des matchs, donc... Tu dis ça pour pas dire what the fuck, c'est ça? Parce Ouais. que ça, c'est un peu cool. Notamment, là, la victoire du Cameroun sur le Brésil dans le dernier match. Genre, On what? vient de regarder la fin, nous, ici. Voilà, assez surprenant et plein d'espoir pour plein de trucs et Voilà. tout. Ça veut aussi dire qu'il y a pas mal de petites nations qui sont pas nativement football, on va dire, Ouais. tu vois. C'est pas l'Amérique Ouais, du Sud ouais. ou c'est pas l'Europe, tu vois, qui se retrouvent avec des performances intéressantes, notamment en Asie, là. On aura l'occasion d'en parler, mais ça, As-tu c'était dit cool. nazi? Non. En Asie. J'ai fait la liaison. Excuse-moi. Non, mais ça nous permet d'enchaîner sur les news de la semaine. C'est ça. Ça, tu te fais infecter, là. Oh mon dieu, mais c'était tellement une semaine bizarre. Donc, au programme des news de la semaine, comment s'en sort la francophonie dans cette Coupe du Monde. Pour la deuxième news, on a bien sûr ressorti Yes. Dead Tweet. Yeah, notre On a sorti mascotte. Dead Tweet, notre mascotte, Voilà. qui est toujours présente. Hein. Comment vont Twitter et son propriétaire? Parce qu'ils ont mis en place quand même des stratégies... Intéressante, on peut dire. Ça. Oui, intéressante. Voilà, intéressante. Ensuite, la France se fait épingler entre guillemets, par un comité de l'ONU qui surveille un petit peu le racisme et la propagation d'idées racistes dans les différents pays. Yeah. Et la France, visiblement, inquiète ce comité à travers les discours racistes qui sont soutenus, et notamment par des médias, des hommes politiques, etc. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, ça c'est une news super positive. Ouais, ça c'est vraiment cool. C'est franchement cool. Ça date d'il y a 1 semaine et demie à peu près, mais c'est la réussite d'un sportif handisport qui est Théo Curin et qui a fait un truc un peu de malade. Ouais. En étant quadruplement amputé.
Ouais, dû à une méningite, tu vois. Donc voilà, fou. Puis on va finir avec la petite news bizarre. Mon Dieu, ça nous est sorti, mais ça, j'ai pas compris, je l'ai pas vu venir cette news. Antifa, le jeu de la Discord. On vous en parle dans les news, mais ça vaut le détour quand même. Oui. Comme quoi, la liberté d'expression, ça emmerde quand même pas mal l'extrême droite. Ouais. On l'avait déjà vu avec Hanouna dans l'émission, tu vois. Oui. Mais là, c'est en plus un truc qui, franchement, je pense que ça aurait pas eu de visibilité sinon. Exactement. Et on aura l'occasion de reparler de cet effet Streisand. Non, comment tu prononces? Streisand. Yeah. L'effet Streisand. Qui justement a bénéficié au jeu et qui fait que plus de monde s'engage dans la lutte contre le racisme à travers ce jeu un peu fun. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Merci les fachos. Ce sera un réel, ça, non? Je vais faire un réel avec ça. Good, on est parti. Un voice clip, là. Oui. On va faire ça. Je peux le faire, celui-là. Yeah. Parce que j'ai pas mal suivi, je me suis sacrifié. Nous, notre devise, c'était maintenant que c'est foutu. Genre, les sportifs, ils y sont déjà, donc c'est pas maintenant qu'on va... Je sais pas. Je respecte le boycott. Je le respecte. J'ai rien contre en tant que soi, mais les stades, ils sont construits. Les avions, ils s'en viennent. Comme, ça change rien au fait que la coupe se passe. Donc... tant qu'à ce que ça se passe. Autant qu'il y ait peut-être des... comment on peut dire ça? Des mouvements populaires sympas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de news sympas, du coup. Ouais. Est-ce qu'un jeu, ça peut pas être bien? Yeah. Mais par contre, ça, c'est ton argument et c'est ce que tu dis, c'est que, par contre, faut plus que ça arrive. Non, absolument. Et là, si on voit que... là, je le souligne juste, mais de ce que j'ai compris, la prochaine COP, elle est à Dubaï, tu sais, là où on fait des îles pour le fun, pour parler des pays qui sont en train de disparaître. Sur des îles, mais pas pour le fun. Tu sais, ça, on peut y réagir. Ça, c'est bien. On a du temps pour y réagir. Mais là, too bad, so sad, on y est, c'est un fait accompli. Donc, encore une fois, je respecte le boycott, j'ai rien contre, mais c'est là, donc... yes, enjoy. Voilà, puis les matchs que j'ai écoutés, je les ai pas écoutés de façon la plus légale. Ouais, donc... Il y a ça aussi. Tu leur as pas donné grand-chose à Budweiser. D'ailleurs, on n'entend plus trop parler d'eux. Je pense qu'ils sont mis un peu en retrait au profit de Vittel et Coca-Cola. Okay. Bref, donc en gros, au début de cette Coupe du Monde, on avait quand même pas mal de pays francophones présents, notamment le Cameroun, le Canada, la Belgique. J'ai dit la Belgique, j'ai souri. Je suis vraiment désolé aux amis belges. La France, le Maroc. Alors, j'ai inclus le Maroc dans les pays francophones. Attention, là, je mets les pays dans lesquels il y a des populations francophones où le français est utilisé. Voilà. Je mets pas les langues officielles, les langages, les premières langues, langues secondes, etc. Tu vois, c'est vraiment les pays où on retrouve pas mal de francophones. Le Sénégal, la Suisse et la Tunisie. Et on a des belles surprises, notamment puisqu'on occupe quand même un quart des équipes qui restent en place avec la France, le Maroc, le Sénégal et la Suisse. Et puis on va quand même mentionner des petites surprises, la présence du Japon notamment, premier de son groupe, qui fait quand même un sacré job, qui a surpris un petit peu tout le monde. Et alors j'ai vu une théorie qui était assez marrante, c'est que beaucoup de monde appelle à comment ça s'appelait, Blue Golf. Bref, un projet, d'accord. Okay. En gros, à la suite de la défaite de 2018. Un mangaka, donc quelqu'un qui crée des mangas japonais, a imaginé un scénario où le Japon mettait en place créer une équipe de fous, tu vois. Et en gros, le projet, donc lui, il le raconte à travers un manga, tu vois. Et le Japon prend tous les meilleurs attaquants du pays, de tous les lycées du pays, et fait des sortes de batailles royales. Nice. Tu vois, où en gros les gamins ils s'affrontent, tu vois, pour sélectionner la meilleure équipe de foot pour le Japon. Et c'est ce projet-là qui est raconté dans le manga. Et là, tous les fans sont un petit peu en train de s'agiter en disant le projet a fonctionné. Le projet a fonctionné, le Japon est passé. Donc, Non, mais moi je veux une finale Japon-Pays-Bas, une finale genre tellement aléatoire puis que personne verrait venir. Ouais, big fan. Deux petits pays, genre... Deux petits pays avec des caractéristiques physiques chez les joueurs complètement opposés, mais qui parlent tous les deux des langues un peu weird, tu sais, comparé aux gens autour d'eux.
Qu'ils ont tous les deux été C'est pas mal jugeant, ça. colonialistes aussi. Oui. Qui sont quand même très protecteurs de leur historique. Tu sais, genre, c'est complètement différent, mais quand ils les mettent ensemble, est-ce que c'est vraiment si différent? Mais, bon, puis qu'ils ont tous les deux de la bonne bouffe, hein, mais il y a de la bonne bouffe partout. Mais je me demande... J'ai jamais mangé... Putain, attends, tu connais la bouffe hollandaise, toi? Ben, la sauce hollandaise. Ok. Non, mais il y a genre des cookies et tout ça, des cookies au beurre, là, c'est bon, là. Oui, carrément. Puis ces deux pays, en plus, alors, chose intéressante, c'est deux pays qui sont face à des menaces climatiques. Yeah! T'imagines que ce serait un sacré message que le Japon qui se prend des typhons, tu vois, qui est aussi dans, comment dire, qui est vraiment assez peuplé, tu vois, qui doit faire face à des approvisionnements en termes de nourriture, la pollution, etc., etc. Et puis de l'autre côté, les Pays-Bas qui, eux, vivent sous le niveau de la mer, tu vois, et qui doivent... Alors ça, c'est un truc qui m'a fasciné avec les Pays-Bas, justement. C'est comment le pays s'organise collectivement pour vivre sous le niveau de la mer. Yeah. Et en gros, tu te dis, si mon voisin, il fait de la merde, avec sa digue, je suis mort aussi, tu vois. Et c'est-à-dire que là-bas, par exemple, les champs sont équitablement répartis avec des niveaux d'eau. Et donc, t'as des fossés entre les champs, entre les parcelles. Et donc, les gens, ils doivent réguler eux-mêmes le niveau de flotte qu'ils mettent dans leur champ. Et c'est un truc de ouf parce que du coup, ça crée une sorte de solidarité autour de l'usage de l'eau qu'on connaît pas dans d'autres pays. Cool. Bah là, c'est sûr que ta menace, c'est ton quotidien. Ouais. Donc, t'es obligé de régir ça de manière intelligente et tout. Cool. J'ai trouvé ça super intéressant. Et ça me faisait un peu une métaphore vis-à-vis du carbone, tu vois. C'est comme si ton voisin il fait de la merde au niveau du carbone, des émissions carbone, ben on est tous un peu dans la merde. Le hic du carbone, c'est que ça se voit pas, c'est que tu te noies pas dedans. Donc ça fait que c'est compliqué de réagir face aux émissions carbone. Mais eux, avec l'eau, ils nous prouvent que quand tu travailles de manière intelligente entre pays, entre habitants, ça a l'air de fonctionner. Quel concept. Nice. Donc en tout cas, pour revenir au foot... Sorry, ça n'a pas rapport. Petite digression. Mais c'est ton affiche, là, ton affiche de rêve Japon, Pays-Bas. Écoute. On verra ce que ça donne. On a quand même pas mal de grosses équipes qui sont tombées. On va parler notamment de l'Allemagne, on s'attendait pas. On va parler notamment de la Belgique, qui, elle, ne s'attendait pas. Et on souhaite... Bon Sorry courage. à tous mes amis belges. Je sais que vous êtes tristes. Et il y en a beaucoup quand même qui... On a beaucoup d'amis belges ici au Canada. Désolé pour vous. Mais du coup, on a aussi des belles surprises. Et je le rappelle, du coup, la victoire du Cameroun 1-0 contre le Brésil dans les derniers instants. Et aussi, autre victoire impressionnante aujourd'hui, la victoire de la Corée du Sud qui arrive à passer, tu vois. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais ça a l'air de marcher. Je me demande si comme le fait que c'est à un endroit... J'y ai pensé. Tu sais, comme pas... Comment je veux dire? Tu sais, t'as le hometown advantage, là, où si c'est entre guillemets chez toi, donc entre gros guillemets, là, mais si c'est en Europe, t'es peut-être plus habitué au climat, au mode de fonctionnement, etc. Mais là, puisque c'est un endroit un peu... en dehors de tout, dépaysant pour tout le monde, sauf pour l'équipe du Qatar qui est partie tout de suite, là, mais bon, ça... Other story. mais genre, je me demande si ça fait que, justement, ça donne la chance à d'autres groupes qui n'auraient pas nécessairement autant de chance. Ce que je me suis dit aussi. Anyway, de toute façon, jouer au Qatar, c'est comme jouer dans l'espace. Hein. C'est hors sol total. Hein. Non mais franchement, tout est construit de manière hors sol. Donc voilà. Je veux dire, puis shout out, look, on dit souvent que je suis trop positive dans le show, mais des fois, il faut être positif. Puis moi, je veux juste dire que je suis fière de l'équipe du Canada qui a perdu tous ses matchs, mais est pas allée à la Coupe depuis 86. Nos équipes féminines sont fine. Elles gagnent des trucs, elles finissent aux Olympiques et tout ça, y a pas de problème. Les messieurs, I don't know. Mais là, depuis 86, c'est il y a longtemps, les amis, ils sont rendus là et ils avaient marqué 0 but de toute leur histoire de la FIFA. Et là, ils en ont marqué 2. Donc, on a peut-être tout perdu, mais on a fait 200% mieux que jamais. C'est pas beau, ça. Bravo, Mélo. Alors, je remettrai en question un petit peu tes compétences mathématiques, parce que 0 fois X, ça fait toujours 0, mais... Peut-être que... Bah non, mais c'est vrai, il faut le mentionner, t'as raison. T'as raison. Je sais pas, on a eu le débat tout à l'heure... Moi, je pense que ça fait 200%. Parce que c'est... Non, c'est correct. C'est 2 fois. On fera pas un réel avec ça. Oh mon Dieu. Ben. Ouais. Je le mets là. Parfait. Il est là. Bon.
Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question. Alors, Twitter et son propriétaire, notre cher Elon, notre haute mascotte du show. Non, mais... Bon, ben, c'est ça. Depuis la reprise, il y a des techniques de management intéressantes qui sont prises en charge. Donc, il fait des sondages pour savoir si X personnes devraient revenir ou si les gens aimeraient X trucs sur la plateforme, mais c'est des sondages qui sont faits sur son Twitter à lui. Donc, bah, c'est les gens qui suivent Elon Musk sur Twitter qui répondent. Alors, c'est pas biaisé du tout. Et c'est très professionnel. Non, mais... I love it. J'hallucine. C'est une super bonne façon de faire des décisions de business. Ça c'est un truc intéressant parce que je parle souvent de le référendum. Tu vois, l'idée que quand on se pose une question politique au niveau d'un État, on puisse consulter le peuple directement. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc que beaucoup de monde appelle de leur vœu en se disant bah oui mais c'est au peuple de pouvoir choisir sa destinée, etc. Le référendum en lui-même, je pense personnellement, c'est une opinion, que c'est pas une bonne chose si c'est pas accompagné d'autres choses. Parce que si tu montes la société les uns contre les autres, que t'as aucun outil démocratique en dehors de ça, et qu'à un moment tu poses une question, ça devient la merde. Si tu laisses prospérer des idées racistes, xénophobes, etc., et qu'ensuite tu dis est-ce que il faut remettre ou pas la peine de mort, c'est pas le même débat que si t'as une discussion sur quel est le rôle de la prison, quel est le rôle de la peine, quel est le rôle de l'État, est-ce que les gens sont malades, est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale, est-ce qu'il y a des... Tu vois, en gros, une vraie discussion démocratique peut ensuite mener à des décisions. Ben, à part si tu fais comme la Suisse, qui fait des référendums sur à peu près tout. C'est vraiment très, très régulier. C'est juste la façon de faire. Est-ce que des fois, c'est trop de référendums? Peut-être. Mais là, puisque c'est un peu tout qui est discuté, ben c'est normal. C'est OK, on y va, on discute, on reflète. Mais si c'est sur un truc aléatoire hors de nulle part, c'est un peu pas la même affaire. Ouais, exact. Surtout quand c'est sur des choses qui, tu sais, c'est pas, est-ce qu'on devrait construire une piscine municipale à cet endroit? C'est, est-ce qu'on devrait ramener cette personne qui dit des trucs super racistes dessus une plateforme? Non, mais, oui, voilà. Non, oui. Là, on est d'accord. Mais, Elon Musk est vraiment en train de se rendre compte, lui aussi, de sa propre limite. Bon, j'en parle juste après, mais là, une des choses qu'il a mis notamment, c'était la question de la liberté d'expression. Et donc, le fait de pouvoir remettre en cause les vérités scientifiques, notamment sur la Covid-19. Et donc, Twitter qui s'était armé d'une barrière, en gros, pour pouvoir filtrer les contenus conspirationnistes, anti-vax, etc., enfin, tous les trucs où tu te dis... C'est un peu comme l'extrême droite et le racisme. Si tu laisses la porte ouverte à ce genre de discours libre, parce que le hic encore, c'est pas la liberté d'expression. Le hic, c'est que pour chaque fake news qui est construite, qui va prendre 2 minutes à construire, ça va prendre plusieurs heures de recherche à déconstruire. Et le hic, c'est que la mauvaise news sensationnelle se bâtit beaucoup plus rapidement que le raisonnement fondé qui déconstruit la fake news. Et elle est beaucoup plus facile à digérer, à croire, à répondre à des peurs ou à des besoins que tu as besoin de combler. Donc, ça... Exactement. Après, qu'il y ait des études sur sur l'efficacité du vaccin. Par exemple, là, les santé publiques du monde entier doivent lutter de ouf parce que ça fait 2 ans et demi que on met en avant le port du masque, que en gros on se protège, on se lave les mains, etc. Et on se rend compte que quand on lève ces mesures-là, eh bien les corps sont beaucoup moins préparés pour la triple épidémie qu'on est en train de vivre. Et donc, ça donne un argument aux anti-masques et aux anti-vax en disant « Vous nous avez mis dans la merde ». Mais les santé publiques du monde entier sont en train de reconnaître que là, les hommes et les humains sont moins préparés physiquement à des grandes épidémies qui, normalement, sont classiques pour nous. Du coup, qu'il y ait des études là-dessus, c'est scientifique, c'est un fait, tu vois. Il y a absolument pas de problème. Par contre, qu'on laisse se propager des fake news dégueulasses, comme notamment celle que j'ai vu passer l'autre fois, c'était qui le mec déjà ?
Comment? Ah, c'est... Robert Kennedy Jr., grosse merde. C'est une grosse merde, ne le croyez pas. C'est pas parce qu'il utilise son nom et son héritage pour quoi que ce soit. C'est un... C'est un avocat, non? C'est un avocat. Il a travaillé beaucoup pour l'environnement, mais il a aussi travaillé énormément en utilisant son nom pour dire que les vaccins causent l'autisme. Il a commencé des organisations entières qui se battent pour ça. Et je sais plus dans quel pays il est allé, si c'était en American Samoa ou une île quelconque. Pour en gros dire à la population, vaccinez pas vos enfants, ils vont mourir. Et puis 6 mois, 1 an plus tard, la mortalité de je sais plus quelle maladie, mais disons la méningite, avait méga explosé, plein de gens sont morts parce qu'ils avaient pas vacciné leurs enfants. So, c'est une grosse merde. Fuck you, Robert Kennedy Jr. Non. Et no respect. Suite au fait d'avoir ouvert ces restrictions contre la désinformation sur la Covid, j'ai vu passer plein de fois ce gars-là, avec notamment le fait qu'il ait gagné un recours contre les vaccins ARN et tout, tu vois. Bref, donc de la bullshit qui est montée, tu vois, de toutes pièces. Ouais, et que si tu le googles, ça dit « This is fake news », là. Ça le dit tout de suite, là. Donc, voilà, ça risque d'être une des premières erreurs une des premières nombreuses erreurs de la gestion de Twitter, c'est notamment de retirer ces verrous-là. On a notamment vu aussi des entrepreneurs ou des gens qui disent « Oh Elon, il a viré la moitié de l'effectif et la plateforme tourne toujours. On se demande ce qu'ils foutaient les autres. » Guys, pour tous ceux qui travaillent en entreprise, qui travaillent dans des grosses entreprises, des entreprises qui font beaucoup de choses, qui gèrent notamment la parole des gens les plus connus au monde et des gens pas connus au monde, vous savez très bien qu'il y a du travail. Vous savez très bien que la modération, notamment, l'analyse de contrats, le développement des projets et tout. Ce qu'il fait pour l'instant, c'est qu'il fait vivoter une plateforme jusqu'à la prochaine crise, c'est-à-dire jusqu'au prochain gros problème technique. Donc, effectivement, tu peux virer la moitié de l'effectif et ça va encore tenir. Mais, guys, tu peux supprimer la maintenance d'un pont pendant 10 ans, et il va pas y avoir de problème. Et puis, ça va arriver, comme ce qui s'est passé en Italie il y a 4-5 ans. Puis t'as le pont qui se pète la gueule. Et puis tu te dis, merde, ils servent à ça, la moitié de l'effectif que t'as viré. Ils servent à faire que le pont, il s'effondre pas dans 2, 3, 4 mois, 5 mois. Voilà. On n'en sait rien, tu vois. Donc, ils gèrent ça vraiment comme un coup de poker. Parce que est-ce que derrière, il y a une candidature à un moment politique? Possible. Moi, il est relativement jeune, il se met à posséder des médias. On sait souvent que quand les milliardaires ne possèdent pas les médias par amour de l'information, tu vois, souvent il y a des objectifs politiques derrière. Est-ce qu'on va avoir une candidature bientôt? Je ne sais pas, mais ça nous permet de parler de quelqu'un qui a posé sa candidature à l'élection précédente, qui était Kanye West. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kanye West? Rien. Il a fait de la merde. il a dit, attends, c'est quoi la phrase? C'est moi j'aime Hitler, mais j'aime les Juifs. Ou j'aime aussi les Juifs. Je pense que c'est ça. Une des multiples citations de son entrevue avec Alex Jones. Alex Jones qui est quelqu'un qui a été enlevé d'à peu près toutes les plateformes et qui a donc dû gérer sa propre plateforme pour que ça continue à rouler son entreprise, mais qui conspiration, etc. Un peu un personnage de la, je veux dire, entre guillemets, politique américaine. Oui, de loin, mais il y est quand même. Ouais. Puis il invite Kanye West. Voilà. Kanye West qui débarque masqué, cagoulé. Vous avez sûrement vu cette image, hein, ça c'était magnifique. Cagoulé et qui sort tout et n'importe quoi. Ah, mais et genre il commence à expliquer qu'il aime Hitler et qu'il aime les nazis et que en gros il ne veut pas croire seulement au mauvais dans le monde. Puis écoutez, je suis peut-être quelqu'un de très positif, mais il y a des limites aussi là, ok. Genre quand ça arrive à la limite du génocide, tu te dis non. Non mais non, c'est peut-être pas. Tu sais, et Alex Jones qui lui normalement est là dedans le ouais, on va continuer, on va aller dans cette conversation complètement barjot là. Lui il est là, wow, non. Là tu vas vraiment trop loin mon pote. Je suis pas d'accord. Et pour que lui fasse ça. Ouais. Et à côté, il y avait un autre invité avec lui, qui est aussi un activiste d'extrême droite américain, qui lui rigolait, tu vois. Bah oui, parce que lui, il le sait.
dans son agenda politique d'extrême droite, si des gens commencent à se prononcer et à dire des paroles comme ça librement, qu'est-ce que ça fait ? Ça ouvre un procédé dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est la fenêtre d'Overton, et qui fait que, si t'envoies la bombe atomique à un moment sur un pays, le fait d'envahir un autre pays avec des chars, ça paraît acceptable. Et donc là, le fait de dire, finalement, Hitler, c'était pas si mal, tu vois, on peut aussi l'aimer sur des choses, et puis tu te mets à avoir des positions comme celle de Donald Trump, qui sont totalement logiques en disant, les Mexicains nous piquent notre boulot, c'est des racailles, il faut les renvoyer chez eux, tu vois. C'est ça. Ça devient pas si grave que ça, finalement, ces discours-là. Et donc, sur une opinion publique qui est travaillée par des courants politiques, le fait d'ouvrir la fenêtre d'Overton à mort avec un gars qui fait l'apologie du nazisme, ça invite à toutes les dérives de ouf. Et donc, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais notamment la tuerie de Buffalo avec les personnes LGBT, 2S LGBTQIA+, tu vois. J'ai trouvé ça ouf, qu'il n'y ait pas plus de réactions de la part des autorités, notamment. Alors, il y a eu certaines personnalités politiques progressistes américaines qui ont quand même qui en ont parlé, voilà. Mais beaucoup de personnes de la communauté se sentent pas safe, plus en sécurité. On pensait, tu vois, ces violences-là vraiment derrière nous, tu vois, en se disant, il y a de la place pour tout le monde, et puis blablabla. Et en fait, on se rend compte que non, il y a encore des fanatiques qui pensent que, tu vois... Alors, on en revient à la discussion avec Maya Fox, queer agenda, tu vois. Ah non, mais c'est absolument ça, puis... Ça rappelle juste qu'il y a des personnes que quand tu leur dis à la prochaine fois, il y a des gens qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il y en ait une prochaine fois. C'est super glauque, mais c'est ça que c'est. Et je pense qu'il y a une autre raison pourquoi on en a peut-être pas autant parlé, c'est que c'est les personnes dans le club qui ont arrêté le tireur. C'est pas la police. La police a pris quand même du temps à arriver. Et c'est en fait une drag queen qui a mis son talon haut sur le fusil du tireur pendant qu'il était en train d'être mis par terre pour lui reprendre. T'sais. Genre, cette image-là, c'est tellement genre anti-police américaine que je pense que, tu sais, ça met encore plus la honte. Le fait qu'on n'en parle pas, il y a plein de raisons. Il y a aussi que, je sais plus à quel stade on était rendu, je sais pas où on en est rendu maintenant, mais à ce moment-là, je pense que c'était le 611e mass shooting aux États-Unis. Quand t'es rendu à des fusillades de masse comme ça, là, une de plus, une de moins. Oui, puis là, c'est sur un groupe spécifique, mais en général, c'est toujours sur un groupe spécifique. Exactement. C'est ça. C'est... Ouais. Mais et surtout que là, il y avait une attaque pas mal forte contre la police américaine aussi dans ce cadre-là, parce que quand tu sais que la police à Uvalde, elle avait mis plusieurs heures à intervenir dans l'école, tu vois, et que là, tu te dis, bref, du coup, il y avait eu pas mal de... Oh non, mais absolument. Puis c'était intéressant dans les vidéos de surveillance sont sorties, et t'as littéralement les policiers qui attendent au bout d'un corridor, et le vidéo de sécurité qui est ressorti, ils ont coupé le bruit des enfants qui crient de terreur pour que, tu sais, ceux qui écoutent ça soient moins traumatisés. Mais donc, t'as la police qui entend ça et qui attend au bout d'un corridor et qui font rien. Ils attendent là et ils bougent pas pendant qu'il y a des trucs horribles qui sont en train de se passer. Donc, tu sais, you know, comme il y a des raisons pourquoi les gens font plus confiance. Exactement. Aux autorités. Puis c'est pas hors de pas penser que la police peut être utile. Évidemment que la police peut être utile, mais quand tu dis quand il y a des moments de crise comme ça et qu'ils sont pas capables de le faire, ben merde. Carrément d'accord. Fuck. Donc ouais, puis là on a Elon qui laisse tout et n'importe quoi passer, donc ça va juste rendre les gens qui sont déjà limite encore plus limite. Exactement. Puis... Et alors quand même il s'est fait prendre à son propre jeu quand même, Elon Musk, il s'est rendu compte de la limite à la liberté d'expression lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a suspendu le compte de Kanye West, parce que Kanye West, suite à l'émission d'hier, a quand même publié une croix gammée, donc une swastika, et une étoile de David entrelacée, tu vois, qui laissait bien comprendre que son idée derrière, c'est j'aime tout le monde, puis il y a du positif dans tout le monde, blablabla. Mais mec, why? Gros problème, tu vois. Et tu vois, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un ami, parce que pour moi, il y a un passage obligatoire dans ta vie, c'est, si tu veux comprendre un peu comment fonctionne le monde, Auschwitz, c'est intéressant. Le camp de la mort Auschwitz-Birkenau, c'est intéressant, tu vois. Et mon pote, il comprenait pas pourquoi en famille, tu vois, on allait à Auschwitz, tu vois. Pourquoi tu vas à la place de Disney? Non mais voilà, tu vois, c'est sûr. Et
Et je pense qu'en fait, maintenant avec les discussions qu'on a en famille, tu vois, c'est que ça te vaccine une fois pour toutes contre les pensées, tu vois, la lutte des races, les pensées génocidaires, tu vois, notamment avec la supériorité d'une race sur une autre ou quoi que ce soit. Et le fait de voir ce que donne le fascisme ultime en action, tu vois, parce que on l'avait dit dans une émission présente, mais comment fonctionne le fascisme, pourquoi on traite tout le monde de fasciste, blablabla. Non, il y en a certains, c'est des vrais fascistes. Et quand le fascisme, c'est le remplacement de la lutte des classes par la lutte des races, dans le but de défendre son pays, en fait, en gros. C'est ça. Et ça donne, quand ça aboutit à la fin du projet, ça peut donner des expériences de type nazisme où en gros finalement une fois qu'on a atteint la supériorité de la race et qu'on s'en rend compte et qu'on a les moyens d'imposer ce qu'on veut, on peut rentrer dans des logiques génocidaires comme les nazis l'ont fait avec les juifs, les tziganes, tu vois, les roms. Donc du coup si tu vois pas ces expériences dans le temps, ce que ça va donner, c'est sûr que tu peux te dire oui mais la liberté d'expression c'est pas si mal, tu vois. Et non, mais et en fait c'est un problème. C'est un problème d'ouvrir cette chose-là. Surtout qu'en plus, un truc qui est marrant, c'est que... je laisse ça pour après, parce qu'on va parler du jeu Antifa à la fin, et ça, c'est cool. Mais bon, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc Twitter va bien, tout le monde va bien. Chill, si vous voulez voter pour... Ah oui, puis on avait une news sur Twitter aussi, enfin sur Elon Musk qui est intéressante. C'est notamment, il va annoncer prochainement une démonstration de son entreprise Neuralink, qui est une entreprise qui vise à connecter les cerveaux humains à des périphériques numériques, en gros, pour interfacer l'humain avec la machine et tout. Man, c'est le début de Terminator. Là, ça. Ouais, le hic, c'est que pour l'instant, les statistiques ont tendance à montrer que les primates qu'il a utilisés pour faire ça sont morts à 70%. C'est-à-dire que sur toute la population de primates qu'il a utilisés pour faire ces expériences dégueulasses, il y en a 70 qui sont morts. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va amener à l'humanité, mais qui sait. Merci Elon. Imagine, tu pourras te faire, tu pourras avoir, tu te souviens au début d'Internet quand il y avait les vieilles fenêtres pop-up qui débarquaient, qui te mettaient des sons pour que tu joues à un jeu de merde ou quoi que ce soit. Imagine que tu sois interfacé avec la machine. Oh my god. Et que ce soit ça, t'aies des pop-up dans ta tête et tout, et tu puisses pas les virer, tu vois. Ouais. Tu vas te taper la tête. J'ai pas hâte. Je te laisse le faire. On continue avec du racisme. On a des news comme plus joyeuses après. Carrément. Plus joyeuse, là, ça c'est pas joyeux. Donc, un comité de l'ONU s'inquiète des discours de haine raciale en France. Donc, on en parle de temps en temps. Putain, mais c'est vrai qu'on a fait un fil rouge raciste aujourd'hui. Ça, ouais. Je suis désolé. Je sais pas. Mais, ça, on en parle, mais en fait, c'est parce que il y a vraiment un problème. Je lis un extrait là. Les experts ont demandé à la France de redoubler d'efforts pour prévenir et combattre efficacement les discours de haine raciale par l'application de la législation et des sanctions au sein de la police, des médias et en politique. Donc, on s'entend que même là, ils parlent d'utiliser plusieurs branches publiques pour le faire parce que c'est pas juste un groupe. Si c'est un groupe, tu peux dire « Hey guys ». On va vous manager un petit peu. Quand il y a un problème un peu partout, c'est plus large, c'est systémique. C'est systémique. Hein. Voilà. L'ampleur des discours de haine raciale en France inquiète le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale. 18 experts indépendants ont examiné la politique française envers ces minorités et ont fait part de leur inquiétude. Si le comité a noté les efforts du gouvernement en la matière, il se dit surtout, quote, préoccupé par la persistance et l'ampleur des discours à caractère raciste et discriminatoire, notamment dans les médias et sur Internet. Donc, on parle pas juste de dire un mec qui dit un truc raciste. On parle pas juste de Kanye West. Non, parce que ça, il y en a. Et il y en aura toujours et ça va évoluer avec l'évolution de l'humanité. C'est ce que c'est. Mais on parle de banaliser les discours et donc ça s'amplifie et de donner de la place à ces discours. Donc comme l'émission qu'on a parlé, sur laquelle on a parlé il y a 2-3 semaines, TPMP, c'est là où il dit que c'est la place à tout le monde, mais en fait,
tu donnes la place à quelqu'un qui va dire « Hey, c'est pas bien que je me fais traiter de X façon parce que je suis X minorité. » Et là, tu vas avoir l'autre personne qui va en général être blanche et riche et puis va dire « Ben, je m'en fous, crever tout. » C'était whatever. C'est ça. Donc, c'est pas une égalité d'expression de groupe, c'est mettre quelqu'un qui est clairement raciste dans une personne qui est une victime de discrimination. C'est pas... Carrément. C'est pas des discours égaux. Je continue. Donc, le comité mentionne également le discours politique raciste tenu par les responsables politiques, dont les noms ne sont pas cités. On se demande qui c'est, hein. Donc, ils visent quelle minorité? Ben, en particulier les Roms, les gens du voyage, les personnes africaines ou descendances africaines et les personnes d'origine arabe. En gros, un peu tout le monde qui est pas blanc. Yes. Yeah. On ne mentionne personne, mais bon, on sait qu'il y a des groupes spécifiques, surtout des groupes politiques comme le Rassemblement National. Ben ouais, exactement. C'est que... Reconquête, qui est le parti d'Éric Zemmour, qui était un des candidats de l'extrême droite à la présidentielle. Bref, en gros, la France a un vrai problème systémique de racisme. Alors, la plupart des nations développées ont des problèmes systémiques de racisme dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à des ressources, dans, tu vois, une discrimination vraiment latente en général. La différence, c'est que on a l'impression, là en tout cas ce que disent les experts en France, c'est que c'est beaucoup plus profond et que notamment une sorte de parole s'est libérée, une parole raciste, xénophobe, qui a l'air de se libérer, et notamment liée à cette sorte de grande peur de l'immigration, tu vois. Et ça a été animé notamment par des études. Par exemple, là, ce qui est sorti, ce que l'extrême droite poussait un petit peu en avant, c'était l'idée du grand remplacement. Le fait que les autochtones des pays européens vont se faire remplacer par les immigrés, etc., etc. Tu vois, une sorte de... tout ça est souvent sous couvert de « oui, mais nous, le parti de la droite, on est très attaché à notre histoire, blablabla ». La plupart du temps, ils oublient que dans l'histoire, justement, les peuples sont constitués de mélanges, sont constitués de plein de cultures, et que... D'ailleurs, c'est Éric Zemmour qui... Enfin, je veux pas lui faire une tribune, tu vois, mais c'est Éric Zemmour qui dit ça, où il dit « la France a 1000 ans pour lui ». En fait, quand il dit ça, ce qui se cache derrière, c'est pas une question d'âge du peuple, c'est plutôt l'arrivée du catholicisme. Non, mais c'est toujours là-dessus. Mais on est un peuple chrétien, puis c'est genre... peut-être toi, mais... Non, mais carrément, la majorité des gens sont athées en France, tu vois. Donc, bref, donc là, ce qui est en train de se passer, c'est assez grave, et notamment ce qui précisait ce que le comité précisait quand j'ai lu un petit peu leur communiqué, c'était la surreprésentation des minorités dans les contrôles de police. Tu vois, et que surtout, il y a un problème, c'est que la France applique depuis un certain temps la cécité colorimétrique. Je veux pas, c'est une connerie, mais en gros, c'est pour dire que la France ne voit pas les couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, et pas mal de responsables politiques se cachent derrière une sorte de grand humanisme pour dire, oui, mais nous, on est humanistes, et donc, on ne voit pas les couleurs. Un homme est un homme, une femme est une femme, une personne est une personne, quelle que soit sa couleur de peau. Guys, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça a notamment été mis en avant par le Parti socialiste français et les sortes de bien-pensance à la française, qui a des avantages à certains moments et qui, d'autres fois, se gourre complètement. Et là, c'est carrément le cas, parce que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça bande les yeux des sociologues, ça bande les yeux de la société en général, qui n'est pas capable de comprendre ce racisme systémique parce qu'elle peut pas avoir des données pour l'analyser. C'est ça. Si tout le monde est égaux aux yeux de la société, administrativement parlant, c'est pas vrai au niveau sociétal. C'est-à-dire que, mais pour ça, il faut pouvoir le comptabiliser, il faut pouvoir le compter. Et donc, il faut pouvoir dire, bah tiens, moi je suis une personne de couleur, voilà ce qui m'arrive dans ma vie. Moi je suis une personne blanche, voilà ce qui m'arrive dans ma vie. Et à partir de là, on peut travailler et on peut se rendre compte que, ben oui, les personnes racisées ont une vie plus complexe quand elles vivent en France, parce qu'elles se prennent des contrôles de police en plus, elles se prennent des suspicions de fraude, elles se prennent des suspicions de trucs, elles accèdent pas aux mêmes emplois que les autres, etc., etc. Mais pour ça, il faut pouvoir faire des données.
un truc que je trouve intéressant ici en Nouvelle-Écosse, c'est que, notamment sur la prise en compte de l'épidémie de Covid-19, la Nouvelle-Écosse est en train de mettre en place une saisie des données raciales pour la Covid-19. C'est-à-dire que quand tu te fais vacciner, en Nouvelle-Écosse, par exemple, ou que tu fais un test, on te demande comment tu t'identifies. Et en gros, ça va permettre de créer des données qui vont permettre à la santé publique de mieux suivre, en gros, et de mieux accompagner les minorités dans l'accès aux soins ou dans la réponse à une maladie, etc., etc. Cool. Et ça, si ces données-là, si les gens, tu considères que une personne, c'est une personne et que le service de santé que tu vas lui offrir, il doit être le même qu'à celui qu'a tout le monde, tu te rends compte que les déterminants sociaux, tu les vois pas. Et... Non, mais c'est ça. Et tu manques une partie du tableau. Exactement. Je vais donner un exemple tout con qui m'a sauté à l'esprit et qui m'a fait, tu vois, bref, le gif fait... ça m'a fait ça. Pourquoi les Micmacs se faisaient moins tester pendant les premières vagues de Covid-19 en Nouvelle-Écosse? Je sais pas. Au début, tu peux te dire, parce qu'il y a une défiance. Alors, les Micmacs, pour les... Genre, est-ce qu'ils sont dans une région où il y a moins accès à l'Internet? Alors, par exemple, ça pourrait être une réponse. Les Micmacs, ici en Nouvelle-Écosse, c'est le peuple autochtone qui était présent avant l'arrivée des Européens, qui est toujours présent là. Il y a toujours des descendants. Et c'est ce qu'on appelle des Premières Nations. Donc, il y en a une dizaine en Nouvelle-Écosse. Et ils représentent, je pense, 3-5% de la population. Ouais. Encore maintenant, quelque chose comme ça. Et pourquoi ils se faisaient moins tester que les autres? Eh bien, les personnes autochtones en Nouvelle-Écosse, c'est pas une question d'accès à Internet, c'est juste que les tests PCR, les cotons-tiges sont trop longs, et eux, ils ont une cloison nasale qui est pas exactement comme les nez des Européens, des Asiatiques, ou des habitants du Moyen-Orient, etc. Et donc, ça leur défonce le nez. Oh, shit! Alors, toi, déjà, quand tu te fais un test PCR, tu pleures, etc. Ouais. Et en fait, eux, c'est juste que ça les défonce au niveau des sinus. Wow! Mais ça... Et donc, du coup... Et c'est parce que tu poses pas la question, alors du coup, tu sais pas. Donc, et tu penses qu'ils veulent pas parce que X raison raciste, probablement. Exactement. Et donc, là, une chose intéressante, c'est que la santé publique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, on va faire des cotons-tiges plus courts. Tu sais, on va faire des tests adaptés pour, comme ça permettra de... Wow. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire uniquement si tu es capable de stocker, d'analyser des données. Alors, bien sûr, le but, c'est pas de suivre l'évolution du grand remplacement, Jacques. Surtout du point de vue des Micmacs, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Ouais, non, vraiment. Tu vois, là, clairement. Mais le seul peuple au Canada qui a des statistiques d'augmentation de fécondité, c'est les peuples autochtones, c'est les Premières Nations. C'est vrai? Yep. But also, c'est parce que genre là, on n'est pas en train de les génocider, ça, tu sais, ça aide. Quand tu peux mais j'ai trouvé ça super intéressant. Genre, quand t'as accès aux mêmes choses que les autres, à peu près, là, c'est vraiment pas égal, mais c'est quand tu commences à avoir accès aux trucs et que tu peux te reproduire tranquillement, turns out que les gens font des bébés. Exactement. Voilà. Nice. So, hey! Plus de Première Nation, right on! Carrément. Bon, la France, du coup, on fait gaffe. La bonne new, c'est un Lorrain en plus. Shout out à mes Lorrains. Qu'est-ce que t'as avec la Lorraine? Ah mon papa vient de Lorraine. Ah oui. Voilà. Ok. C'est shout out à Place Stanislas, les deux personnes qui vont savoir de quoi je parle. C'est pas l'énorme place à... Comment ça? Nancy? Oui. C'est ça? Oui. Yeah! Proud of you. C'est une des places les plus belles au monde, je pense. Ah, c'est pretty nice, yeah. C'est vraiment beau. Yeah. Si vous y allez, il y a la pépinière à côté, qui est un de mes endroits préférés ever. Et il y a un couple qui a un petit shack de glace. Et les glaces sont excellentes. Et je les recommande fortement. Voilà. Nice. Tu fais ton je vous suggère une bonne sortie en Lorraine. Pour tous les gens qui habitent ailleurs. Voilà. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Vous allez être tranquille sur la route. Ouais, c'est sûr. Après ça, vous pourrez aller à Verdun, c'est peut-être moins le fun. I'm kidding. Non, il n'y a pas pour tout le monde, voilà. Mais anyway, tellement par rapport. Donc, Théo Courtin devient le premier athlète handisport à terminer la course Santa Fe Coronda. Le nageur paralympique lorrain, Théo Curin, pardon. Je l'ai mal prononcé cela, je suis vraiment désolée. Est venu à bout mardi 15 novembre au soir de la course Santa Fe Coronda.
en Argentine a appris, bon, France Info, ça vient de France Info, merci. Donc, le nageur a terminé une course de 57 km. À la nage. Yo, je peux même pas, comme, tu me demandes 5 km, je suis déjà là. Non, merci. Donc, Théo. C'est quoi cette course? Donc, quadri amputé, le jeune homme de 22 ans a terminé sa course en 8h30 minutes de nage. Et c'est 2 heures de moins que l'objectif qui s'était fixé. Je sais pas C'est juste badass. Comme c'est ça. Ouf. Ça, yeah. Waouh. Alors, lui, il a perdu ses 2 bras et ses 2 jambes suite à une méningite. Yep. Donc, une maladie qui est vraiment chaude, voilà. Ouais. Donc, faites-vous vacciner dès que vous pouvez. Pas si vous ne l'êtes pas, mais la plupart du temps, voilà. Mais c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Ouais. C'est vraiment une superbe bonne nouvelle. Ses exploits étaient un petit peu retransmis, tu vois, sur Insta et tout, donc n'hésitez pas à les suivre sur Insta, parce que c'est un parcours qui donne l'espoir, et puis surtout ça fait du bien aussi de voir des nageurs handisport, ou même des pratiquants de sport handisport, réaliser des trucs que des valides sont pas capables de faire. Non, mais et tu te dis, mais ça te rappelle que c'est pas parce que t'as X trucs en moins, ou c'est sûr que ça va peut-être être plus difficile. T'as une étape en plus à faire dans ton évolution et tout, mais t'es capable de le faire. Peu importe. Là. Si t'es quadri amputé et t'arrives à faire cette course, je sais que moi, je n'ai aucune excuse de pas faire mes 5 km de nage, mais je l'accepte. Mais non, mais c'est super impressionnant. Plutôt que se culpabiliser nous-mêmes, on va juste apprécier la victoire. Non, mais c'est super impressionnant, c'est cool. Ouais, c'est vraiment nice. Yeah. Je sais même pas combien de personnes valides sont capables de faire ça. Ouais, non. Pas beaucoup. Non. Déjà, nager 2 km, c'est... Uh-huh. Là, c'est 30 fois plus, tu vois. Avec juste... Alors, lui, en plus, pour décrire un petit peu, il a du coup pas de bras, et au niveau des jambes, il est coupé au niveau des... juste après le genou. Okay. Donc, en fait, il a vraiment que les cuisses, tu vois, pour pouvoir nager. Je sais absolument pas comment il fait. Je suis impressionné de ouf. C'est notre badass de la semaine. C'est notre badass de la semaine, carrément. Théo, cheers. Bravo, Théo. Ah, on peut parler un petit peu de cette fouf, là. Ouais, moi, j'ai entendu ça à travers des memes sur l'Internet. Je peux te raconter l'histoire, si tu veux. Alors, l'extrême droite a débarqué... Putain, faut qu'on arrête de parler de l'extrême droite à un moment, mais... À un moment, mais il faut qu'elle se calme aussi, puis voilà. C'est ça, c'est ça. Antifa, le jeu. Alors ça, c'est un jeu tout à fait humoristique, tu vois, où en gros, tu te prépares contre les actions de l'extrême droite. C'est-à-dire que tu vas empêcher des gens de faire des trucs contre des minorités, contre des gens de couleur, etc., etc. C'est un peu ça le but, tu vois. Tu te prépares à ça. Et dedans, t'as des cartes pour t'organiser, etc. Donc c'est vraiment un jeu fun. Tu vois. Et puis tu le vois bien que c'est un jeu ça a l'air satirique, tu vois. Enfin, voilà. Tu t'amuses, là. Exactement. Et alors, l'extrême droite française a vu que ce jeu était à vendre à la Fnac. Donc Antifa, qui est un groupe qui représente l'antifascisme. Oui, en tout cas, c'est ça l'acronyme. C'est ça. En tant que soi, je pense que tout le monde devrait être antifasciste. Mais tout le monde... At large. Même si tu veux pas te mettre antifa, c'est une bonne politique. Mais oui, la plupart du monde est antifasciste. Oui. On est... Par nature, on l'est tous, tu vois. Si t'es contre la violence physique, déjà, t'es antifasciste. Voilà. Donc, à partir d'un moment. Mais bon, bref. Mais c'est associé à l'extrême gauche. Oh my God, c'est les antifa. Non, mais oui, en plus, les Américains le voient vraiment comme un truc de... Oh my God. Mais qu'importe. Donc, en gros, ce jeu a été en vente à la Fnac. La Fnac, c'est l'équivalent de Chapters. Ouais, tu vois, ici, c'est un gros magasin de livres, jeux, musique, etc. C'est ça. Et en gros, le jeu était à vendre et il y a un gars d'extrême droite qui a vu passer le jeu et qui a dit comment, dans mon pays, on peut vendre ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va apprendre dedans? Est-ce qu'on va apprendre à construire un cocktail Molotov? Ou est-ce qu'on va apprendre à faire une révolution? Tu vois, j'en sais rien. Voilà. Yeah. Alors, c'est pas du tout ça dans le jeu, mais le gars, il a pas ouvert le jeu, il a pas lu le jeu ni quoi que ce soit. Et il y a eu une vague de partisans d'extrême droite qui ont dit c'est pas normal qu'on vende ça dans notre pays, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Fnac,
Bon, bah, la Fnac, elle s'est dit, bon, bah, je suis dans la merde, bah, bref. Ils ont retiré le jeu de la vente. Ils ont fait un communiqué en disant, bon, ben, avant d'aller plus loin, on va retirer le jeu de la vente. Ouais. OK? Entre-temps, ils l'avaient mis dans, genre, leur newsletter pour dire que c'était dans les trucs qu'ils recommandaient d'acheter pour Noël ou un truc comme ça. Exact. Donc, ouais, ils ont fait, tu sais, merde, on a fait de la pub en même temps. Il y a eu des contre-discours marrants. Donc, l'extrême droite se félicite de ça. Tu vois, en gros, et ça nous ramène à la question... C'est du vrai travail qu'on fait, là. Bravo, les gars. Ça nous ramène à la question de la liberté d'expression que l'extrême droite a un peu du mal à avaler, tu vois, quand c'est pas dans le sens de dire des trucs dégueux face aux minorités. Ils aiment pas trop, tu vois, quand on s'exprime. Et donc là, marrant, c'est que un comité spécial de la Fnac a ouvert le jeu, mais il l'avait déjà fait, tu vois, il avait été validé, ce jeu, enfin, il y avait aucun problème, tu vois. Ils ont ouvert le jeu, ils ont regardé le jeu, ils ont dit, bah, en fait, il y a rien. Enfin, tu vois, il y a pire dans d'autres trucs. Enfin, tu vois, il y a des jeux. Enfin, donc bon, bah, ils l'ont remis en vente. Entre-temps, le jeu a explosé un petit peu parce que effet Streisand. There you go. Et ouais. Et donc le jeu était en rupture de stock. Tous ont été vendus et ils les ont remis au catalogue et du coup le jeu a de nouveau été entièrement vendu. Et donc ça fait que interdire la publication de quelque chose, souvent, quand c'est quelque chose qui est généralement accepté puis qu'il n'y a pas de problème et tout, ça va faire qu'une chose, c'est que ça va valoriser le produit. Mais c'est de la pub gratuite. Putain, mais les mecs qui ont fait ça, c'est un groupe qui s'appelle La Horde qui produit le jeu et je pense que ça a été la meilleure opération de com qu'ils ont jamais vue, quoi. Et j'avais vu un truc où, quand ça a été enlevé de la Fnac, donc il y a quand même une grosse institution. Grosse enseigne, ouais. J'ai rien contre la Fnac, là, mais c'est un gros truc. Ouais. Du coup, ça s'est tout vendu chez des petits libraires indépendants, ce que je trouve cool aussi, parce que c'est du genre, bon ben, ok, on va aller donner de l'argent à ceux qui, franchement, en font souvent pas beaucoup. C'est ça. Et merci Fnac. Donc ça a aussi donné de l'argent à des petits libraires anarchistes ou autres. Moi, je trouve ça sympa. Et une chose intéressante à noter, c'est que du coup, pas mal de gens sont allés un peu fouiller dans l'historique de la Fnac, savoir s'il y avait un petit peu des histoires de censure, etc. Et en fait, pas du tout. La Fnac, ça a été fondé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par des résistants contre le nazisme, tu vois. Ouf. Et notamment des résistants bien à gauche, on va pas se mentir, tu vois. Topic, là. Tu vois, donc, il y avait peut-être une propension à ce que la Fnac, au contraire, tu vois, puisse être dans le camp de l'antinazisme et de l'antifascisme. Et donc, du coup, c'est d'autant mieux que ce jeu se retrouve de nouveau à la vente. J'espère qu'ils ont des exemplaires d'avance et qu'ils vont faire un gros succès avec ce jeu. Que ça fasse rire les uns ou que ce soit pris plus ou moins au sérieux pour les autres, bon, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que ce jeu se diffuse. Yeah. Et du coup, en plus, c'est un super revers pour l'extrême droite. Du coup, on a de quoi être très content. Ouais, on a de quoi être vraiment content. Donc voilà, c'est notre shopping list de Noël. On vous recommande ce jeu. Que vous aimez jouer à des jeux ou non, ça emmerde l'extrême droite. Donc c'est un cadeau. Juste pour ça, c'est cool. Alors, à offrir, bien sûr, à votre tonton raciste. Bien sûr. Ça, c'est la première des personnes qui doit être destinataire de ce jeu. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Au niveau des news. C'était cool. Ouais. On va se faire une petite pause d'une dizaine de minutes et on va se retrouver avec Anas, le ramasseur d'ordures, en direct du Bénin, qui là, lui, il est tard, il va être il va être minuit. Minuit, ouais. Il va être minuit. Donc on est très reconnaissant qu'il reste debout tard pour nous parler. Merci beaucoup Anas. Et du coup, on se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour parler écologie au Bénin et pour parler du Bénin en général, parce que on va le rappeler, la francophonie c'est d'un peu partout et on se connaît pas assez. Du coup, c'est une super chose. À dans 10 minutes. Ciao. Bye.